La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour le Business Club de l'Ouest. Hashtag la réussite est en vous. Bonjour à vous tous, très heureux de vous accueillir. C'est un nouveau rendez-vous du Business Club de l'Ouest où l'économie décryptée par ceux qui la font. Nous sommes accueillis au sein de l'Atrium de la Banque Populaire Grand Ouest que nous remercions pour son soutien. Nos trois chroniqueurs sont bien présents. Merci à vous, Benoît Cattel, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Merci également à Valérie Anne Laudet. Vous êtes la dirigeante de l'agence de stratégie de marque Mark & Com et fondatrice de Farbet Éditions. Et grand merci à Hervé Mattei, ancien directeur régional de la Banque de France, qui rejoint ce clan des chroniqueurs de votre Business Club de l'Ouest. Alors nous allons vous raconter comme on les aime, une véritable histoire familiale, plus que centenaire, celle d'une entreprise qui construit, façonne, aménage les espaces et les villes. Une date importante, on va en parler dans quelques instants, 1923. Je vous demande d'accueillir le président du groupe Giboire Immobilier, Michel Giboire. Merci beaucoup Michel d'avoir accepté l'invitation de ce Business Club de l'Ouest. On va parler de toutes vos réalisations, souvent primées. Avant cela, quand même, il faut s'arrêter à votre grand-père. 1923, c'est une date très très importante pour la Maison Bleue, la Maison Giboire. C'est le début de l'aventure. Après la guerre, mon grand-père était assureur et puis en même temps, il faisait de l'immobilier. C'est le début. Et puis après, au moment du Front populaire, il a eu peur de se retrouver fonctionnaire. Et donc là, il est parti directement dans l'immobilier. Et c'est là qu'est partie l'aventure de l'entreprise. Votre père, vous-même, votre famille et vos fils, c'est important de laisser une trace et de signer l'avenir. D'abord, l'entreprise, vous dites mon père, mais mon oncle, il y a eu mes frères et sœurs. Enfin, on est une entreprise familiale au sens propre, on détient 100% du capital. Et c'est notre métier qui fait qu'on laisse une trace dans la ville. Et c'est pour ça que moi je n'arrête pas, parce que je trouve que c'est toujours aussi passionnant, compliqué, long, mais passionnant. Première question qui vous est posée par Benoît Cattel. Bonjour et merci de votre présence. Est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques phrases, si c'est possible, les activités aujourd'hui que mène votre groupe et ses grands chiffres, ses grandes caractéristiques chiffrées? Alors, on fait à peu près tous les métiers de l'immobilier et on faisait l'agence immobilière donc depuis les années 30. Je crois qu'on est le premier gestionnaire de biens privés en Bretagne, puisqu'on gère un peu plus de 6000 lots pour le compte de tiers. Donc ça, c'est le métier des agences. Après, on a un métier le deuxième métier, c'était celui de promoteur, qui est le plus connu, bien évidemment. C'est le plus emblématique et c'est aussi le plus gros pourvoyeur de chiffre d'affaires, puisque la promotion doit faire chez nous à peu près 90% du chiffre d'affaires. À côté de ça, on a une casquette d'investisseur depuis très longtemps, qui fait que même dans des temps compliqués comme aujourd'hui, je ne vais pas vous dire qu'on se porte très, très bien, mais on va passer, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, parce que justement, nos actifs rassurent nos banquiers. Et puis, la jeune équipe qui est arrivée à mes côtés il n'y a pas très longtemps, elle a voulu faire différemment, évidemment. Et elle a créé de nouvelles activités. La première, c'est le coworking, pour coller aux nouveaux usages. Donc on en a un à la gare de Rennes, on en a ouvert un autre il y a quelques jours sur Métamorphose à Angers. Deuxième métier qui a été créé, et j'avais pourtant promis qu'on ne le ferait jamais, le syndic de copropriété, que des emmerdements et ça ne gagne pas un sou. Mais on a voulu accompagner nos clients
après la livraison de l'immeuble et pendant des années, tant qu'ils nous font confiance. Et ça nous aide aussi à gagner des concours parce que ça montre qu'on ne laisse pas tomber nos clients. Et puis le troisième et dernier métier, c'est l'hôtellerie. Ça, c'est un choix. Il y a deux côtés dans l'hôtellerie, puisqu'on est promoteur, investisseur et exploitant. Donc, quand on est investisseur, ça remplace des immeubles de bureaux. En tant qu'investisseur, ça diversifie le produit. Et donc, dans le patrimoine de notre entreprise, c'est mieux. Puis le côté exploitant, bien, c'est parce qu'on apprend des autres aussi. Et puis, il y a des noms célèbres qui font de l'hôtellerie dans notre région, hein, et que quand on crée un hôtel, on sait que 3 ou 4 ans ou 5 ans après, il y a une valeur de fonds de commerce qui existe. Hein, et donc, voilà, donc, on a ces métiers-là. Et pour bien cadrer, en donnant 2 chiffres, pour bien comprendre le groupe Giboire, 260 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 et 310 collaborateurs. Valérie-Anne Laudet. Imagine 2027, c'est le nom de votre plan stratégique pour créer de nouveaux territoires, de nouveaux métiers, de nouveaux équilibres. Pouvez-vous nous en tracer les grandes lignes ? Alors ça, c'est pareil, ce sont les jeunes qui ont décidé ça. Hein. Donc ils ont demandé à tous les collaborateurs de réfléchir en 2023 pour savoir où on voulait emmener l'entreprise. Hein, d'où le plan Imagine 2027. Et puis ils ont commencé par arrêter une raison d'être, hein, qui est aller jusqu'au bout des rêves de ceux qui nous ont fait confiance. Hein. Enfin non, aller jusqu'au bout des rêves. Allez, Olivier, vous m'aidez. Bon, hein, voilà. Et donc ça donne un cap, ça donne un sens, hein, pour tous les collaborateurs. Et puis, il y avait aussi d'autres, ce qu'on va appeler les piliers de l'entreprise, hein, qui ont été définis à ce moment-là et qui sont on a le droit de rêver, on est meilleur quand on rêve à plusieurs, le beau est dans le détail, on ne lâche rien et on ne laisse rien tomber. Et par les temps qui courent, ces phrases, elles ont un vrai sens. Et puis le dernier pilier, c'était Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc on a aussi le temps. Hervé. Bonsoir. Peut-être une question pour compléter la précédente. Comment le groupe prend en compte les transitions, je pense à la transition climatique, la transition environnementale, les problématiques de ZAN. Voilà, quelles sont les évolutions à attendre. Le fameux zéro artificialisation nette. Voilà. Alors déjà, si on commence par la zéro artificialisation nette, d'abord, il y a eu un petit coup de canif qui a été donné dans le contrat là, par les sénateurs il y a quelques jours. Et puis, c'est une loi, donc de toute façon, elle est appliquée, mais on peut quand même se poser la question de savoir si on doit avoir les mêmes règles quand on est à la campagne ou quand on est à Paris ou à Rennes ou à Nantes, hein, avec les mêmes règles de construction et de zéro artificialisation. Ce sera beaucoup plus difficile à faire avaler dans nos campagnes. Après, évidemment, nous, l'aspect environnemental, le bâtiment est un gros... le temps n'est pas exemplaire. Et donc chez nous, c'est une obligation qu'on s'est fixée. Eh bien, c'est qu'on diminue notre empreinte carbone, hein, en utilisant des matériaux biosourcés ou géosourcés, enfin, et ainsi de suite, on fasse plus attention à la consommation d'espace et donc moins excaver les terres. Enfin, voilà, il y a 42 thèmes qui ont été arrêtés et qu'on va s'obliger à respecter. Le secret vraiment d'une réussite, c'est quoi avant tout? Sélectionner avec une forte exigence à la fois les emplacements et les partenaires? Alors, dans l'immobilier, je ne vais rien vous apprendre du tout. Ce qui fait la valeur d'un bien, c'est l'emplacement. Et l'emplacement. Vous mettez un immeuble magnifique dans un emplacement qui ne vaut pas un cachou, il ne vaudra toujours pas un cachou. À l'inverse, vous mettez un immeuble qui n'est pas terrible sur un emplacement top, il gardera sa valeur. Donc emplacement. Et puis après, c'est la qualité de la réalisation. Les gens ne sont pas fous quand même. Ils veulent du beau, ils veulent du durable, ils veulent du pratique. Et donc, oui, la qualité du bâti. J'aimerais que l'on regarde 2 images que Dominique Jamotto, qui réalise cette émission, va nous envoyer. La première,
Capmile. Expliquez-nous un peu comment naît un tel projet avec Jean Nouvel quand même comme architecte, que l'on sait quand même très exigeant, mais vous l'êtes aussi pour la qualité. Alors ça, c'est une histoire qui est très ancienne, puisqu'on a mis, alors vous allez dire que je suis lent, hein, on a mis 15 ans à sortir le projet, tout simplement parce qu'il y avait une bagarre entre la préfète de l'époque et le maire de Rennes, puisque les terrains appartenaient l'un à l'État et l'autre à la ville, et ils ne s'entendaient pas très bien. Et donc quand on a traité avec Jean Nouvel, 15 ans avant, vous imaginez bien que 15 ans après, Jean Nouvel, c'était pas tout à fait le même, hein, c'était devenu une vraie star, hein, et ça l'est toujours. Et puis il nous a fait un bâtiment iconique, moi j'adore, mon père l'appelait un bâtiment d'exhibitionniste, hein, parce qu'il n'y avait pas de volet, il n'y avait pas de... Bon, moi j'ai toujours trouvé qu'il était à sa place, le bâtiment. Nouvel a dessiné ce qu'il fallait dessiner à cet emplacement-là. C'était un sacré pari parce que Jean Nouvel ne tient absolument pas compte des coûts, il s'en fout. Hein, ce qui compte, c'est la beauté de son geste, c'est la beauté de son immeuble, le prix de revient. Vous avez beau lui donner un budget, il s'assied dessus, ça devient complètement indifférent. Et là, on a eu beaucoup de chance, c'est-à-dire qu'on ne s'était pas trompé sur l'emplacement. La signature nouvelle nous a aidés aussi, et on a pu monter les prix de vente de façon importante, et donc retrouver un équilibre. Hein, mais ça, ce serait dans une période comme aujourd'hui, c'est inimaginable. Oui. On va regarder une deuxième réalisation avec l'ascension paysagère éclairée la nuit. En préparant l'émission, vous m'avez dit c'est un budget de 500 € à l'année, hein, l'éclairage. Hein. C'est vraiment très vertueux. Quel a été le parti pris aussi de ce geste, hein? Vraiment à confluence. Ce terrain-là, il est plus éloigné que celui de Capmile par rapport au centre-ville, mais il est à la confluence. Hein, les travaux qui ont été faits par la métropole sont magnifiques sur les jardins. Et la maire, pendant un moment, avait dit messieurs les promoteurs, messieurs les architectes, osez. Et donc, il y a un concours qui est lancé sur ce terrain, on répond. On avait fait le choix de prendre MVRDV, c'est un gros cabinet hollandais, hein, qui a une grande réputation. Et puis ils sont venus nous voir quelques mois après avec un projet. Le projet, il était bien, mais banal. Et je leur ai dit que je n'en voulais pas et que si on continuait comme ça, on arrêtait parce que ça ne serait certainement pas retenu. Alors évidemment, quand vous avez des gens comme ça, ils ne le prennent pas non plus très bien. Et puis, ils ont fini par accepter de reprendre le projet à zéro. Et puis, ils sont venus nous voir quelques mois après avec ce qui a été réalisé aujourd'hui. Et quand vous voyez le bâtiment, quand vous passez, quel que soit le sens dans lequel on arrive, mais surtout quand on vient du centre-ville, quand il est éclairé le soir, moi, je trouve qu'il se marie parfaitement dans la ville. Ils se font souvent, parce que notre ciel est gris, hein, donc ils se font avec le ciel. Et c'est vrai que je trouve que c'est un élément phare de la ville, oui. Benoît. On lit régulièrement en ce moment que le bâtiment traverse une crise. Alors moi, j'aurais profité de votre présence en tant que spécialiste d'une part et puis un acteur extrêmement important du métier de la construction pour avoir quelques éléments de diagnostic de votre part. Comment vous vivez cette période de crise? Est-on vraiment en crise? Et quelles seraient les éventuelles issues que vous pourriez nous partager? Alors la crise, elle est réelle, hein, mais le vrai problème de celle-là, c'est qu'elle dure. Hein, elle dure, et puis surtout, on n'en voit pas le bout. Je vais vous donner un chiffre. Hein, on avait, nous, en permanence, 30, 32, 35 chantiers en cours de réalisation. Aujourd'hui, on en a 16. Et demain, je suis incapable de vous dire parce que je ne sais pas ce qu'on va pouvoir démarrer dans les mois qui viennent. Tout est lié à la commercialisation et au prix de vente. Hein, les quelques opérations qui se passent bien, ce sont celles où on a baissé les prix de vente, hein, et où on a retrouvé un marché. Ou celles qui sont sur des niches, au Sable d'Olonne, à la Baule, où là on s'adresse à une clientèle qui est aisée et où on n'a pas le même problème. Mais la crise, elle est réelle. On a conservé 100% de nos collaborateurs parce que moi, j'en ai déjà vécu 3, hein, donc je sais à peu près comment ça se passe et à un moment, ça va repartir. Et nous, on sera prêts. On a acheté les terrains, on a déposé les permis de construire, on les a obtenus, on a fait les plans d'exécution, on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton et là, on aura un an ou un an et demi d'avance sur tout le monde. En revanche, c'est quand? Je ne sais pas. Mais c'est pour ça je vais rester encore un moment, Olivier, parce que... voilà, ouais. Valérie-Anne. Porter un héritage de 4 générations, c'est à la fois une force et une responsabilité. L'enjeu est-il davantage de le préserver ou de le réinventer?
Alors déjà, je trouve pour moi, l'entreprise familiale, ça a toujours été un avantage. Hein. On s'est très bien entendu tant qu'on a travaillé ensemble, hein, et on a eu zéro problème. On a eu une confiance totale, donc ça a été un vrai avantage. Après, il faut que ça perdure. Donc aujourd'hui, on a, ce sont même plus nous qui sommes actionnaires, ce sont nos enfants ou nos petits-enfants. Hein, et puis, on a aussi ouvert le management, hein, et Olivier Biancarelli qui nous a rejoints, il y en aura peut-être d'autres. Et puis ceux qui dirigeront l'entreprise, ce seront les meilleurs. S'ils sont famille, tant mieux. S'ils ne sont pas famille, eh bien c'est pas grave. Hein, mais moi je le souhaite et on a tout fait pour que l'entreprise continue après nous, et puis le plus longtemps possible. Hervé. Alors, votre métier a beaucoup évolué certainement depuis une centaine d'années. Est-ce que l'IA, dont on parle beaucoup en ce moment, pourrait impacter votre métier? Alors, pour le moment, pas encore vraiment, mais on l'a encore interrogé, parce que de temps en temps, on se dit comment on va faire pour ci, pour ça, et on lui pose la question. C'est vrai que les réponses sont assez pertinentes. Notre métier il a un énorme avantage, on ne peut pas le délocaliser. Hein, tous les métiers de service, agents immobiliers, dans 20 ans ou dans 10 ans, ils sont encore là avec je ne sais pas. Le métier de promoteur, quand il faut aller couler le béton dans les banches, quand il faut aller mettre la charpente et tout le bazar, c'est pas l'IA qui va le faire. Il peut donner des solutions, mais il ne fera pas le job. Hein. Et donc moi, je crois beaucoup au fait que nos métiers, des métiers de promoteurs, par exemple, perdurent. Je suis plus réservé sur les métiers de service. Alors je reviens parce que je suis toujours moi fasciné par les réalisations dans les villes. Il faut toujours regarder un peu quand on voyage ce qui se passe. Alors vous êtes ancré sur la Bretagne et les Pays de Loire historiquement. 2017, l'Île-de-France. 2022, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, l'arc méditerranéen. Et puis, j'aimerais insister sur deux réalisations actuelles. L'ancien hôtel de Rochefoucauld à Paris, et puis cette fameuse Tour de Bretagne à Nantes. Vous allez lui faire même gagner un petit peu d'étage. Ce sont deux projets très structurants aussi pour le groupe Giboire. Hein. Ce sont des projets un peu, les deux sont emblématiques. La Rochefoucauld à Paris, on gagne un hôpital vendu par la PHP. On bat en finale Nexity et Bouygues. Enfin, voilà, on n'imaginait pas gagner. C'était pas notre échelle. C'est en plein dans le 14e. Il y a 1,20 hectare de parc avec un bâtiment du 18e qui est classé monument historique. Jamais j'aurais pensé gagner ça. Mais c'est emblématique pour nous. Puis on va faire, je pense, un projet absolument magnifique. La Tour Bretagne, c'est pas tout à fait pareil. C'est vrai que Rennes-Nantes, hein, il y a toujours une petite concurrence. C'est un challenge. Hein, et on en parlait tous les deux tout à l'heure. Il n'y a qu'à la fin qu'on saura si on gagne. La Tour, elle est vide depuis 4 ou 5 ans. Elle nous coûte beaucoup, beaucoup d'argent tous les ans parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on est obligé de garder, même si elle est vide à 100%, il faut garder les 6 pompiers en permanence. Donc tout ça coûte extrêmement cher. Et là, on va commencer le désamiantage. Pour vous donner une idée, le désamiantage, c'est de l'ordre de 10 millions d'euros. Hein. Et puis après, il faudra aller faire 23 000 m² ou 24 000 m² d'hôtels, de commerce, et puis surtout des logements, et environ 200 logements dans un IGH. Donc l'équilibre de ça... Bon, on essaiera que ce soit le moins mauvais possible. Hein, mais il n'y a pas que ça. Hein. Faire ça, c'est passionnant. Je veux dire, on y bosse depuis 5 ou 6 ans. Ça va, dans le meilleur des cas, on livrera en 2029 ou 2030. Donc, je vais encore rester jusque-là. Hein. Voilà, c'est passionnant. Voilà. Il y a beaucoup de projets. Ce n'est pas la taille qui fait l'importance. Quand on a fait la place Saint-Michel à Rennes, là où l'immeuble avait brûlé, je crois que c'est 800 mètres de surface de plancher, c'est 5 ou 6 millions de chiffre d'affaires, enfin ça ne va pas loin. Mais vous êtes battu pour que cet aspect important de l'hypercentre de Rennes reste le moins longtemps défiguré? Oui, puis moi je ne voulais pas aller au marché le samedi puis voir la pancarte d'un de mes confrères. Hein, donc voilà. Hein, et ça me plaisait de faire ça, et donc et on l'a fait. Et quand je passe devant, je trouve que voilà, ça ne fait que 800 mètres carrés, mais ça s'intègre parfaitement bien. On n'est pas capable de dire qu'il a été construit il y a 5 ou 6 ans. Benoît. Une double question. La première, c'est pour rebondir sur votre propos. Je voulais vous demander quel est le concept, ou enfin la réalisation architecturale sur notre territoire
que vous auriez aimé faire, mais qui a été fait par un de vos concurrents. Et la deuxième question, c'est, est-ce que vous pourriez nous parler de l'hôtellerie, quel est le concept que vous allez essayer de déployer et où allez-vous le déployer? Alors, sur les immeubles de mes confrères, je ne veux pas être vache, mais non, il y en a deux que j'aurais aimé faire, mais ça, ils sont beaucoup plus anciens. J'aurais aimé faire le Bar Saint-Just et j'aurais aimé faire les Horizons. Voilà. Les autres, il n'y en a pas un comme ça où je me dis celui-là, voilà. C'est peut-être un peu prétentieux, mais non, je trouve que c'était mieux avant encore. Après, sur l'hôtellerie, c'est pareil, c'est le site. Les hôtels qu'on va ouvrir, là, les deux qui sont en cours, donc il y en a un qui est à La Baule, à 100 mètres de la mer. Il y a l'autre, il n'y a pas eu un hôtel neuf à La Baule depuis, je ne sais même pas quand. Hein. Il y a barrière et barrière. Voilà. Donc on va amener une offre tout à fait différente, beaucoup plus contemporaine. Le second, il est à Courchevel, la Tania. À chaque fois là, on est ski au pied. Donc c'est un peu comme les immeubles qu'on fait d'un certain standing, emplacement. Et après, on a la qualité architecturale. L'autre qui se fera donc au pied de la Tour Bretagne, ça ne peut pas être plus central pour faire un hôtel, donc hyper centre, 4-5 niveaux, une grande terrasse sur le dessus. Et je suis certain que le concept fonctionnera. Et puis, voilà. Et après, ce sont des hôtels de destination. Hein. On ne cherche pas à faire... Voilà, on ne court pas après le volume. Et ça, c'est une chose qui est vraie dans toutes nos activités. Nous prenons les affaires qui nous intéressent. Si elles ne nous intéressent pas, si c'est que du chiffre d'affaires, on ne les prend pas. Hein. Et dans l'hôtellerie, c'est exactement pareil. Dans la promotion, si le terrain ne nous plaît pas, si le truc ne plaît pas, on ne le prend pas. Il nous reste 3 minutes. On va prendre une autre question, Valériane. La sélection rigoureuse des emplacements, l'ambition architecturale, le sens du détail, la haute qualité. Est-ce que cette vision exigeante reflète un élément différenciateur sur le marché de l'immobilier? Moi, je pense que oui. Alors, je le fais parce que ce sont mes convictions. J'aime le beau. Hein, mais je pense que je ne suis pas tout seul à l'aimer. Et si on arrive à vendre ces immeubles-là facilement en ce moment, il n'y a rien qui se vend facilement, mais voilà, à les vendre peut-être plus facilement que d'autres, c'est parce que les gens, je crois, moi, sont conscients. Quand vous allez visiter, quand l'immeuble commence à être monté, bah, vous voyez bien, s'il est monté tout en agglo ou en branché, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc nous, on a un souci du détail, de la pérennité. Hein, je vais sur les chantiers assez régulièrement. Si ça ne me plaît pas, je fais refaire. Hein, ça coûte, ça m'est égal. Hein, je fais refaire. Parce que derrière, on a des gens qui vont être là pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et moi, passer devant un de mes immeubles et puis que je vois ça coule partout sur les façades, ça me rend malade. Donc j'évite que ce soit ça. Enfin, en tout cas, j'essaye. Allez, la dernière minute, dernière question, Hervé. J'avais une question un peu managériale dans le développement du groupe. Comment on arrive à gérer, à intégrer des personnes de la famille et puis aussi des personnes qui viennent de l'extérieur. Quel est le secret pour gérer en termes de managérial cette évolution? Moi, je n'ai pas de secret parce qu'on a bossé entre nous pendant des années, donc c'est plus facile ou pas. Hein, mais on se connaît, entre frères et sœurs, on se dit les choses. Et donc pour la première fois, on a un dirigeant, Olivier Biancarelli, qui nous a rejoint et qui n'est pas famille. Hein, mais ça s'est fait comme ça. Enfin, je veux dire, ça a duré pas longtemps, quelques semaines, voire maximum quelques mois. François, donc, qui est mon fils qui travaille avec moi, hein, voilà, ça fait tilt, et puis ça fait tilt depuis 3 ans, et puis ça fera tilt jusqu'à ce qu'il parte en retraite. Voilà. Merci grandement, en tout cas, Michel Giboire, de nous avoir fait partager de cette expérience familiale et puis surtout ces villes qui évoluent. Et on dit toujours, là où il y a des grues, c'est que l'emplacement est en pleine vitalité. Donc merci en tout cas, on peut vous applaudir bien fort. Merci, Michel Giboire, merci d'avoir répondu à ce Business Club de l'Ouest. La
La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour le Business Club de l'Ouest. #la réussite est en vous.